Alors, nous l'avons vu, certains territoires ont pris les devants. Nous allons voir à présent, et pour conclure, ce qui pourrait être mené ici, dans la Meuse et en Lorraine. Alors, ça ne sera pas tout à fait une table ronde, mais plutôt une suite d'interventions. Je m'adresse d'abord à Monsieur Vautrin, donc Jean-Philippe Vautrin. Monsieur, bonjour. Vous êtes donc vice-président du conseil départemental de la Meuse en charge de l'environnement, de la transition écologique, de l'agriculture et de la forêt. Et vous êtes vous-même issu d'une famille d'agriculteurs. Alors, vous m'avez dit en préparant ce débat que cette thématique donc, des prairies était au cœur de votre action. Alors concrètement, qu'avez-vous déjà fait et qu'avez-vous dans les cartons? Ça va marcher, vous inquiétez pas. Allez-y, allez-y. Oui. Ouais. Le 6. Voilà, c'était le bon. Oui, alors au niveau du directement, aujourd'hui, en direct, nous n'avons pas de dispositif pour le maintien des prairies, vous l'avez dit. Ce qui nous inquiète fortement, c'est les fameux 24% dont vous avez parlé. La baisse donc, voilà, des surfaces. Hein, oui. Donc nous sommes là aujourd'hui, c'est la journée de lancement pour mettre en place un dispositif. Aujourd'hui, en aide directe... Ah, donc il y a vraiment une volonté politique du conseil départemental de lancer quelque chose. Tout à fait. Oui. On est conscient nous serons partenaires du futur dispositif qui sera mis en place, effectivement. D'ailleurs, nous co-organisons avec l'Agence de l'eau, que je remercie encore, cette journée riche. Oui, alors indirectement, par contre, aujourd'hui, nous avons dit tout à l'heure qu'il y avait les prairies, on pouvait le prendre par l'axe éleveur ou prairies. Alors nous, vous savez que la loi Notré... quand c'est la loi Notré, il serait appliqué, les départements ont perdu la compétence par rapport à l'agriculture. Nous avons quand même réussi, département de la Meuse, à aider encore les éleveurs au travers du GDS. On a dit tout à l'heure qu'il y avait plus de têtes de bétail que de Meusiens. Alors on prend soin des Meusiens, mais on prend aussi soin de nos têtes de bétail en finançant, et c'est notre plus grosse aide sur la partie agricole, le groupement de défense sanitaire meusien à hauteur de 230 000 euros. Donc là, on parle de... C'est un gros effort pour le département. Et au travers cette aide importante, nous garantissons un cheptel de qualité. Et donc, indirectement, alors c'est vrai que c'est un peu... Le cheminement est un peu... Mais en soutenant l'élevage, nous soutenons aussi le maintien des prairies. Des éleveurs qui sur sont... la partie... Des éleveurs qui sont de moins en moins nombreux également, hein, dans aussi. La Meuse. Vous avez des chiffres là-dessus sur cette baisse démographique? Non, moi j'ai pas de chiffres exacts. Je pense que Jean-Luc Pelletier dira, mais c'est vrai qu'on a une baisse, notamment des arrêts d'éleveurs. Il y a une baisse significative qui est, je pense, moins parallèle on n'est pas à 24% de baisse mais il y a une baisse, effectivement. Donc ça, c'est sur la partie aide à l'agriculture. Clairement, avec notre compétence, ce qui nous reste de la compétence, ce qui reste au département de la compétence agricole, nous avons ciblé l'élevage à travers le GDS, ce qui n'est pas le cas de tous les départements. Après, autre casquette sur l'environnement, et là, indirectement aussi, le département de la Meuse est l'animateur de l'ENS Vallée de la Meuse. Donc nous, c'est le département qui est animateur de tout le dispositif sur la vallée de la Meuse. Donc on gère des mesures de fauchage tardif sous couvert de la protection d'espèces, notamment des oiseaux, et le fameux courlis cendré, qui est une espèce parapluie. Donc en protégeant, on met de gros moyens pour protéger quelques couples de courlis cendrés, mais à travers ça, on maintient aussi, on contribue au maintien en mettant des fauches tardives. On finance aussi des effaroucheurs sur les engins agricoles pour protéger la biodiversité et notamment les oiseaux. Et à travers ça, on maintient les prairies. Voilà. Vous avez aussi un sacré joyau, c'est la Meuse, ce fleuve sauvage, l'un des derniers fleuves sauvages d'Europe. Vous allez me... Oui, effectivement. Oui. Donc, alors en quoi est-ce que c'est un atout et comment vous allez... La vallée de la Meuse, il n'y a pas une photo... Alors il y a l'aspect aussi touristique, pour nous c'est hyper important. Oui. Nous avons un linéaire important de la Meuse qui est effectivement un des derniers fleuves sauvages d'Europe. Et donc d'ailleurs, je vous invite à consulter une vidéo qui vient d'être tournée, je pense qu'on la trouve sur YouTube, je ne sais pas où, qui vient de sortir sur la protection justement des méandres du champ Neuville. Donc vous tapez sur YouTube Vallée de la Meuse, vous allez trouver une belle vidéo. Alors là, il y a un partenariat avec effectivement les agriculteurs. Et là, clairement, pour avoir été sur le site,
on ne parle pas forcément d'économie. Nous avons affaire à des agriculteurs qui ont la fibre écologiste et maintien. Mais je pense qu'économiquement, ils s'y retrouvent aussi. Donc la vallée de la Meuse, effectivement, c'est un joyau. Je pensais tout à l'heure, on a parlé, le président l'a dit, aussi l'aspect touristique. Nous sommes un département nature et c'est un peu une marque de fabrique. Et c'est dans notre ADN. Il n'y a pas une photo de promotion du territoire où on ne voit pas la Meuse et ses prairies. Je pense notamment nous avons quelques organisateurs qui font des descentes de la Meuse en canoë. J'ose pas imaginer une descente en canoë de la Meuse sur des parties avec à droite des champs de colza et du maïs à gauche, quoi. Clairement, ça fait un peu, c'est notre bocage à nous, la vallée de la Meuse. On ne peut pas imaginer la Meuse sans prairie, quoi. Alors aujourd'hui, effectivement, ce qui nous inquiète, c'est l'érosion. Donc je pense que dans le plan d'action que nous allons mettre en place, le département prendra toute sa part. Et il faudrait se fixer les objectifs, déjà arrêter l'érosion, la perte de prairies, avant d'envisager déjà un agrandissement. Mais déjà, si on pouvait stopper, et j'ai un exemple concret des mises en œuvre des fauches tardives, il faut mettre le curseur au bon endroit. Nous avons perdu des partenaires de la fauche tardive dans la vallée de la Meuse parce qu'il y avait trop de contraintes, et on a perdu parce qu'il y avait des fauches tardives, alors que l'objectif était plutôt valable. Nous avons perdu des agriculteurs en route. Donc c'est très important, mais c'est délicat. Alors on a beaucoup parlé des labels ce matin. Je crois que vous êtes un fervent défenseur d'un label lait de prairie. Vous y croyez et Oui, mais moi je suis persuadé. Après, dans la limite de ce que j'ai dit ce matin, c'est qu'il faut trop de labels vont tuer les labels. Il n'en faut pas trop. C'était humoristique ce que j'avais dit sur la traite du matin, mais c'est quand même réel. Non, je pense qu'effectivement, il faut trouver pour nos agriculteurs un débouché et un label qu'on appellera comme on veut pour valoriser le lait issu des prairies. Ça, c'est clair. Oui. Alors concrètement, tout reste à faire ici. Oui, c'est la journée, c'est ce que j'ai dit. Il y aura pas. La bonne nouvelle, c'est que je pense qu'on est passé le stade des études. Juste dire quand même que c'est pas toujours les élus qui. Parce que moi, j'ai été surpris aussi quand j'ai été élu du nombre des études. Je partage ce que vous avez dit, mais c'est souvent les services qui poussent les élus à demander des études comme outil d'aide à la décision. C'est pas toujours les élus qui sont. Alors, mais bref. Concrètement, Monsieur le Vice-président, aujourd'hui, je pense qu'on évitera. Pour moi, les études, elles ont été faites, et la journée d'aujourd'hui, c'est le top départ de la prise de conscience et de la mise en route d'un partenariat. Justement, qui va piloter ce projet? Quel lancera le chef de file? Concrètement, on commence quand? Parce que finalement, c'est un petit peu aussi les réponses qu'on attend. Donc moi, j'allais dire demain. Demain, mais avec qui et avec qui les partenaires qui sont dans la salle et de nombreux partenaires. Je pense évidemment le monde agricole, incontournable. Le département sera chef de file, ça aussi. La région, évidemment l'agence de l'eau, incontournable, avec tous les organisations de protection des animaux, de la biodiversité, tous les gens qui sont représentés aujourd'hui. À l'instar de ce qui s'est fait dans le Nord-Pas-de-Calais, voilà, on a vu l'exemple de choses on arrivera, je pense, on peut pas copier, mais se faire du benchmarking pour essayer de trouver un système efficace pour arrêter l'érosion des pertes de prairies, quoi. 24%, en effet, le chiffre noir que nous a donné Monsieur Plantureux ce matin. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Vautrin. Vous pourrez reprendre la parole tout à l'heure si vous le souhaitez. Pascal Maillot, Madame Pascal Maillot. Gaillot, pourquoi j'ai écrit Gaillot, pardon. Oui, bonjour Madame, et pardon d'avoir écorché votre nom. Vous êtes donc élue à la région Grand Est, présidente de la commission environnement et première vice-présidente de l'établissement public territorial de bassin. Vous gérez donc à ce titre de nombreuses problématiques, la prévention et la lutte contre les inondations, la restauration des cours d'eau, la gestion intégrée de bassins versants. Bon, on n'a pas besoin d'épiloguer pour rappeler que, en termes de prévention des risques, c'est un peu comme la qualité de l'eau. Les prairies ont fait leurs preuves. Là, il n'y a pas débat là-dessus. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Et désolé de ne pas avoir assisté à vos travaux ce matin. Je vous ai rejoint cet après-midi. Oui, alors là, vous m'aviez invité avec ma casquette donc, de première vice-présidente de l'EPAMA. L'EPAMA qui est un établissement public qu'on appelle EPTB, donc de gestion de bassin, de l'ensemble du fleuve Meuse, et qui existait avant que la région Grand Est existe d'ailleurs. Donc la Lorraine, la Champagne-Ardenne,
s'était accordé pour gérer ce fleuve et ces sautes d'humeur, et notamment ces inondations à la suite des grandes inondations de 93 et 95 dans la ville de Charleville-Mézières. Bon, un énorme travail a été fait. Notre travail à l'EPAMA, c'est avec l'ensemble des collectivités, départements et PCI riveraines de la Meuse et de ses affluents, d'essayer de contenir ce fleuve. Et bien évidemment, quand on parle de lutte contre les inondations, vous le répétez depuis ce matin, les prairies, on sait que les prairies peuvent jouer un rôle énorme de ralentisseur, d'une part, de l'inondation ou de zone d'expansion, parfois quand c'est nécessaire, et on travaille sur les deux. Ça, c'est pour le côté quantitatif. On se rappelle quand même que l'été dernier, au mois de juillet, la ville de Liège, en aval, a subi des graves inondations qui ont causé des décès humains. Le travail n'est pas terminé et la Meuse ne s'arrête pas à Givet, à la frontière du Grand Est et de la France. Donc voilà, c'est la responsabilité que nous avons tous dans ce territoire autour de ce fleuve dont on a dit qu'il était un joyau, mais il y a aussi cet aspect-là à gérer. La deuxième partie, évidemment, c'est sur le plan qualitatif et qualité de l'eau. Je ne vais pas répéter ce que monsieur le maire et président de la communauté de communes disait précédemment sur la qualité de l'eau en amont qui fait l'eau potable en aval. Là aussi, un certain nombre d'actions peuvent être mises en place. Et puis, dernier aspect, qui est, on le sent à l'EPAMA montant, et de plus en plus de communes nous questionnent sur ce sujet, c'est la lutte contre le ruissellement, puisque des communes subissent des dégâts avec notamment des coulées de boue, etc. Et là aussi, il semble évident que la remise en prairie de certaines parcelles dans des pentes, la plantation de haies, on a parlé tout à l'heure du plan bocage, quand c'est possible, ça devient intéressant, rentre en ligne de compte. Donc tout ça pour dire que, évidemment, à l'EPAMA, nous sommes persuadés, convaincus du rôle que peuvent jouer les prairies permanentes, notamment en la matière, sur la qualité et la quantité de l'eau. Maintenant, comment fait-on ? Enfin, je pense que c'est la question. Alors oui, j'allais vous poser la même question qu'à Monsieur Vautrin. Et maintenant ? Et maintenant, que vais-je faire ? Qu'allez-vous faire plus précisément ? Qu'allons-nous faire ? Nous, c'est très important, effectivement. Oui. C'est vrai que l'EPAMA n'est pas le... Alors vous, région et EPAMA, voilà, vous avez les deux casquettes. Et EPAMA, mais je crois que ça a été là aussi largement évoqué. C'est un travail partenarial. Notre rôle, nous, avec l'équipe de l'EPAMA, c'est aussi de pouvoir accompagner les collectivités, les EPCI qui veulent mettre en place des projets dans le montage de dossiers, dans l'approche territoriale et collective. C'est important, on l'a dit, l'animation c'est une chose, mais il y a aussi le montage de dossiers. Pas forcément d'études, mais des dossiers de mise en œuvre des actions, on est là pour ça. Et puis après, effectivement, moi, je ne peux pas m'engager ici devant vous au titre de l'EPAMA parce que ce n'est pas nous qui sommes les financeurs. On va chercher les financeurs auprès de l'agence les financements auprès de l'agence de l'eau, éventuellement de la région. Donc, je voulais dire qu'au titre de la région, c'est vrai qu'on avait un outil qui était à notre main, qui était les mesures agro-environnementales. Même si les mesures agro-environnementales peuvent être parfois décriées ou jugées, comme ça a été évoqué précédemment, trop contraignantes ou trop drastiques, n'empêche que c'était un outil intéressant qu'aujourd'hui la région n'a plus totalement à sa main, mais c'est le ministère de l'Agriculture qui reprend la gestion des MAEC. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les mettre en œuvre, mais ça va être un peu plus compliqué. Et chaque fois qu'on va se déporter de ce système de mesures agro-environnementales, qui sont des financements européens, je le rappelle, eh bien, il va falloir qu'on trouve les uns et les autres dans nos budgets, effectivement, ces budgets complémentaires, et ça ne va pas être simple. On sait qu'on va tous vers ne nous le cachons pas, vers des années financières difficiles, que ce soit au département, que ce soit à la région, que ce soit dans les EPCI. Donc plus on saura en amont bien cerner et ficeler le dossier, et plus on sera, j'allais dire, pertinent dans les actions qu'on mettra en œuvre, et économe peut-être, plus on arrivera à faire jouer à ces prairies permanentes leur rôle. Moi, ce que je veux dire, puisque j'ai
beaucoup me connaissent ici, longtemps animé la politique agricole de la région. Je rejoins ce que disait monsieur. On ne peut pas ici, entre nous, on va tous être d'accord sur le rôle des prairies, tout est beau, etc. Mais s'il n'y a pas le volet économique, d'autres le diront après moi, mais nous, on en est persuadés aussi à la région, comme à l'EPAMA d'ailleurs, le volet économique, la rentabilité de la production bovine, ovine de nos prairies, c'est ça la base pour les sauver. Tout ce qu'on fera en complément, ce sera bienvenu, mais ce n'est pas ça qui fera non plus le revenu de l'agriculteur. Et on ne peut pas non plus décréter, nous, aujourd'hui on réfléchit sur le SRADET, vous savez, ce schéma régional d'aménagement du territoire, il a été écrit une première fois, on avait mis maintien des prairies, sans parler de prairies permanentes, on a dit on ne met pas non plus les prairies permanentes totalement sous cloche, c'est la surface herbagère qu'on veut maintenir à l'échelle de la région. On ne peut pas l'imposer si en face il n'y a pas de revenus économiques. Et quand il y aura effectivement un rôle écologique primordial, mais sachons tous ensemble effectivement trouver les moyens financiers pour pouvoir le compenser. Effectivement, c'est ce que disait M. Doré. Hein, c'est la motivation économique qui m'a engagé d'abord dans ce programme. Alors, M. Dominique Collin, que nous appelons maintenant, donc vice-président à l'environnement et au développement durable à la communauté de communes Terre d'eau. D'abord, 2 mots, M. Collin, sur cette Comcom, Terre d'eau. Combien de communes regroupe-t-elle et où ça? Donc il y a une quarantaine de communes sur le secteur de Vittel contre Aix-et-Ville, là-bas, voilà, dans les Vosges. Mm-hmm. Donc moi je suis plus vers la source de la Meuse. Alors moi j'ai une question directe, franche à vous poser comme à nos 2 précédents invités. Quel projet avez-vous sur le feu là-bas, donc dans les Vosges, pour soutenir le patrimoine prairial? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez vous engager éventuellement dans un projet lorrain? Donc on s'est déjà engagé sur un programme de trame verte et bleue, c'est-à-dire tout ce qui est prairies humides, mares, etc., également vergers et haies. Donc ça, c'est quelque chose qui a été acté avec un appel à projet. Donc on a bien été aidé par l'Agence de l'eau, avec les financements de l'Agence de l'eau et de la région principalement. Donc un reste à charge pour notre communauté de communes de 20%. L'idée, c'est de... Petit blocage. Je vous en prie. Donc ça a été une volonté surtout du président, suite à un appel à projet qui a été refusé sur les vergers. Donc il a été globalisé. On a fait, grâce à l'Agence de l'eau, appel à une classe de l'école AgroParisTech pour un diagnostic du territoire dans un premier temps. Donc à voir les enjeux, ce qu'on avait présent sur le terrain, ce qui restait à faire, est-ce qu'on pouvait développer et améliorer. Donc derrière ça, il y a eu des actions qui ont été mises en place, dont l'une sur les prairies humides. Et ces actions, donc cet appel à projet, il a été porté à l'Agence de l'eau qui était en charge de son acceptation. Et donc après, s'est mis en place tout un travail avec les institutions, donc les financeurs et les associations aussi environnementales, pour savoir comment les travailler tous ensemble pour faire un travail efficace. Alors, nos amis du Nord-Pas-de-Calais nous l'ont dit tout à l'heure, ce qui a un peu manqué ou ce qui a été un peu lent au démarrage, c'est l'action politique. Est-ce que vous croyez, vous, que les élus ont vraiment un rôle important à jouer dans ce type de projet? Et est-ce que vous avez des idées en la matière, au-delà de votre communauté de communes où des choses se font? Nous, on est parti sur notre communauté de communes. On ne peut pas s'appuyer sur comme là, sur un parc régional, sur tout ça. Nous, c'est juste une entité administrative. Donc, c'est un peu compliqué
de se projeter et de voir comment on va être efficace. On est juste en limite de Natura 2000, mais sur un petit territoire, on est à cheval sur 2 bassins versants. Donc c'est difficile de mettre en place. Et puis également, je voudrais dire que on demande beaucoup, je trouve qu'on demande beaucoup aux communautés de communes, etc., de têtes de bassin, d'efforts pour l'aval, quoi. Donc il ne faut pas nous oublier aussi pour le financement. Sinon, l'engagement des élus, moi je pense, en plus je suis agriculteur en fin de carrière, qu'on peut le dire, donc élu depuis peu, mon 2e mandat de maire et mon 1er mandat comme vice-président. Mais je pense qu'il y a encore à convaincre les maires des communes là, qui ont besoin d'un soutien pour aussi aller au contact des agriculteurs, parce que ce n'est pas toujours facile sur les petites communes. Il y a des habitudes qui ont été prises ou sur le foncier, sur tout ça, où il y a beaucoup d'immobilisme, mais c'est un peu bloqué. Madame Gaillot, sur ces blocages et les moyens d'y remédier, vous avez peut-être une idée? Il y a même des expériences, je crois que c'est même dans les Vosges. Oui, bon, mais ça met effectivement beaucoup de temps pour que les choses se débloquent, mais c'est, encore une fois, l'animation sur le terrain et la coordination et le fait de pouvoir mettre tous les acteurs autour de la table qui font que ça peut se débloquer. Mais c'est vrai qu'en premier lieu, chacun reste campé sur ses contraintes, sur ses positions, sur ses attendus, et à nous de mettre du liant, effectivement, dans ces tours de table. Et un peu de moyens financiers, évidemment. Alors, d'où pourraient provenir ces moyens financiers? D'où l'argent pourrait-il ruisseler, même modestement? Ah, mon Dieu. Tiens, je regarde le directeur de l'agence de l'eau. C'est compliqué. Non, mais ce sont toujours les mêmes financeurs. Donc c'est pour ça que je disais, on a tous intérêt à être très, très pertinents dans nos projets pour se donner les moyens de les financer et que les financements qu'on met en œuvre soient suivis d'effets. La table ronde avec la région Nord, la région Hauts-de-France le démontrait. Effectivement, il faut passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultats. Et donc souvent, on s'est concentré sur les moyens sans passer trop de temps sur les résultats. Alors malheureusement, ça peut produire des études, effectivement, les résultats attendus, mais là, on a tous le devoir de se donner des objectifs de résultats, et ensuite, on se donnera les moyens de les atteindre. Alors, autre acteur, autre témoin que nous souhaitions interroger, Véronique Corsin, qui représente un peu la voix des associations. Vous êtes la directrice, madame, du Conservatoire des espaces naturels de Lorraine. Bon, je n'ai pas à vous convaincre des vertus des prairies, à la fois sur le plan environnemental, mais aussi économique. Quel projet, vous, de votre fenêtre, vous imaginez pour les prairies meusiennes? Alors, le débat, depuis ce matin, c'était quand même très, très riche. Et les conservatoires d'espaces naturels interviennent depuis maintenant presque 30 ans, 40 ans pour le Conservatoire de Lorraine, sur la protection du patrimoine naturel. Remarquable. Ce qui signifie qu'on s'est attaché à intervenir prioritairement sur les prairies à haute valeur écologique, d'où ma question tout à l'heure. Et on pourrait dire que ces prairies à haute valeur écologique sont les plus rares. Donc, étant des zones rares, elles méritent un traitement particulier. Ceci étant, on a beaucoup avancé ces dernières années sur la place de ces prairies à haute valeur écologique dans les systèmes fourragers. En fait, on s'est rendu compte qu'on intervenait avec de la protection foncière, qui reste un outil qui est quand même très efficace pour assurer la pérennité dans le temps des joyaux de biodiversité. C'est important de le dire, c'est vraiment des petites surfaces. Mais on s'est très vite rendu compte que ça ne suffirait pas pour permettre un fonctionnement écologique optimal des prairies et pour garantir une préservation de la biodiversité à grande échelle. Donc il faut
qu'on s'inscrive, je pense, comme tout le monde l'a signalé ce matin, dans une démarche multipartenariale, multi-acteurs. Parce que quand on voit à l'échelle nationale ce qui permet de protéger et les éleveurs et les prairies, on se rend compte qu'il y a finalement très peu de mesures. Donc c'est bien à l'échelle territoriale qu'on trouvera les meilleures solutions. Et ces meilleures solutions, elles ne peuvent s'inscrire que dans des démarches, effectivement, où chacun trouve son compte, mais sans oublier cependant les prairies à haute valeur écologique, parce que derrière une prairie à haute valeur écologique, il y a une diversité végétale, une diversité d'insectes, une diversité d'oiseaux, et c'est là que se concentrent finalement les enjeux de biodiversité. Alors, quelle place les associations peuvent prendre dans ce projet territorial que vous appelez de vos voeux? L'identification de ces prairies, hein, elles sont peu nombreuses, on peut les localiser, on peut mieux comprendre leur fonctionnement et adapter les cahiers des charges. J'entendais tout à l'heure, on parlait de gestionnaires d'espaces naturels. Moi, je pense que, en tout cas, les conservatoires d'espaces naturels, c'est la connaissance, la protection, la gestion, la valorisation et l'accompagnement des collectivités et des acteurs du territoire. Il y a bien ces 5 axes d'intervention. Donc, c'est les identifier. C'est au sein de chaque prairie prioriser, enfin, au regard du panel de prairies, prioriser les interventions. Et là, ça rentre dans l'objectif aussi d'être les plus percutants possibles. C'est de ne pas perdre d'argent, hein, globalement, puisqu'à chaque fois qu'il va y avoir intervention, il va y avoir financement. Donc, c'est prioriser les prairies sur lesquelles intervenir. Voir avec le monde agricole l'adaptation des cahiers des charges, parce qu'on est en mesure, depuis quelques années, pour avoir bien compris le fonctionnement écologique des prairies, on est en mesure de proposer des adaptations de cahiers des charges. Alors bien sûr, il faut donner des références. C'est-à-dire, dans des baux ruraux environnementaux, par exemple, qui est un outil qu'on peut utiliser, on est obligé de donner une date de fauche. On est obligé de donner, en tout cas, des perspectives de fertilisation. Ceci étant, nous, à chaque fois qu'il y a, au regard des évolutions climatiques, qu'il y a des agriculteurs qui nous appellent pour nous dire, regardez, au niveau climatique, on pourrait faucher plus tôt, on se pose la question et la réponse est souvent positive si c'est pertinent. Donc on est en mesure maintenant de répondre aux agriculteurs dans une logique partenariale. On a environ 500 agriculteurs qui fauchent des prairies pour nous. On n'a aucun intérêt à ce que le partenariat agricole ne fonctionne pas. Une prairie non fauchée, c'est une prairie qui dépérit. Donc il y a vraiment toute une démarche de dialogue à entreprendre. C'est ce que vous me disiez lorsque nous avons préparé ce débat. Vous n'êtes pas, l'empêcheur de cultiver en rond. Et vous êtes consciente, à votre niveau, de la nécessité de concilier les impératifs économiques et environnementaux écologiques. Pour vous, c'est quelque chose qui est acquis? C'est quelque chose qui est incontournable si on veut garantir à long terme la préservation de la biodiversité. Après, on a testé sur des communautés de communes, avec certaines communautés de communes, donc Mosellane, qu'on accompagne. On a testé des outils contractuels parce que je pense que les outils contractuels ont quand même encore leur place sur des démarches de protection de la biodiversité. Donc on a testé des paiements pour services environnementaux. On a répondu à un appel à manifestation d'intérêt, un appel à projet de l'Agence de l'eau sur les PSE. Et on a testé la démarche parce que c'est un outil nouveau et que finalement on a besoin. Alors voilà, il ne faut pas un outil unique, il faut de la diversité, à la fois dans les outils, dans les modes de production, et c'est la meilleure façon d'aboutir finalement à une bonne résilience aussi vis-à-vis du changement climatique que d'avoir à l'échelle d'un territoire des exploitations diverses, des milieux divers et des outils divers à utiliser et à pouvoir mixer. Merci Madame Corsin, donc vous restez avec nous, peut-être y aura-t-il des questions pour vous. Donc vous êtes la directrice du Conservatoire des espaces naturels de Lorraine. On voulait également entendre bien sûr Monsieur Pelletier, Jean-Luc Pelletier, qui doit être ici, parmi nous. Voilà. Monsieur Je vais laisser la chaise libre parce qu'il reste quelqu'un, je crois. Oui, c'est très aimable de votre part. Donc vous êtes. Non, c'est juste pour avoir le pupitre, moi. Vice-président. Vous vouliez être à côté de Madame Corsin, d'accord. Voilà, très bien. Vous êtes vice-président de la Chambre régionale d'agriculture et président de la Chambre d'agriculture de la Meuse. Alors, d'abord, est-ce que vous souhaitez réagir sur tout ce qui s'est dit depuis ce matin? Quels enseignements vous tirez de nos débats? Simplement, je réfléchissais tout de suite, là, effectivement, pour amener une valeur ajoutée en fin de journée, comme d'une journée aussi riche.
c'est très compliqué forcément parce que beaucoup de choses ont été dites et les débats ont été vraiment intéressants. Puis tous les échanges sont intéressants et encore une fois, les échanges qu'on a eu avec les Hauts-de-France, c'est quand même des choses qui nous amènent un regard d'un autre territoire avec des problématiques un peu différentes, mais encore que on est finalement sur des territoires qui se ressemblent à la marge des surfaces et des enjeux. Et je veux dire, ça booste. On est obligé quand même aujourd'hui de se dire, ben voilà, il y a des choses qui se font. On a fait des choses aussi. Hein. Je veux dire, je ne rougis pas de ce qu'on a pu faire, à la fois au sein de la Chambre d'agriculture, mais au sein de l'agence de bassin et, je veux dire, au sein de notre territoire, parce qu'il y a vraiment un travail, il y a un terrain de... j'ai presque envie d'un terrain de jeu qui est super intéressant autour de nous pour qu'on puisse avoir encore de nombreux projets. Alors, on ne réussit pas à chaque fois. Hein. Il y a des choses, et là aussi, on est complètement dépendant un peu des éléments naturels, mais on y est tous. Donc, le territoire tout entier en est conscient, et c'est vraiment un rôle collectif qu'on a autour de cela. Alors, vous appelez de vos voeux également un programme qui réunirait l'ensemble des acteurs, les élus, les associations, les fédérations professionnelles, les chambres. Oui, bien sûr, bien sûr. Et on a des pistes, on a déjà des choses qui se font, encore une fois. Mais je pense qu'il faut peut-être prioriser et puis qu'on se mette collectivement sur un objectif. Et tout à l'heure, c'est Pascal qui disait effectivement, il faut maintenant se fixer des objectifs. Moi, s'il y a un objectif que je reprendrai assez volontiers aujourd'hui, c'est la transmission des exploitations d'élevage, parce qu'on a parlé de la prairie. Alors je regarde Hubert, parce qu'il est intervenu sur le sujet ce matin. Bon, c'était rien dit. Hein. Et quelque part, si on veut garder des éleveurs, c'est que aussi les éleveurs transmettent à des éleveurs. Et on a un vrai sujet là de transmission, en l'occurrence en Meuse, mais je crois qu'il est assez général. Hein. On n'est pas isolé dans ces problématiques. Parce qu'en Meuse, quand on parle de la disparition d'un certain nombre de surfaces, très souvent dans la polyculture élevage, une ferme d'éleveurs qui est reprise par une exploitation polyculture, tout ce qui peut être retourné, on le retourne déjà. Ça a été quand même une période assez longue comme celle-là. Je ne dis pas que ça se fait systématiquement encore aujourd'hui, mais pour des raisons multiples. J'y reviens pas, le débat a eu lieu ce matin. Mais quelque part, ça veut dire que le moment de la transmission et de l'installation est un moment crucial. C'est un moment crucial. Alors, il est compliqué parce qu'il faut que le cédant, il croit au jeune qui va reprendre. Il faut que le cédant, il ne soit pas non plus, on va le dire, trop gourmand. Parce que quelque part, voilà, une ferme d'élevage, c'est toujours compliqué. En même temps, le cédant, s'il n'a pas un éleveur qui reprend sa ferme, tous ces bâtiments d'élevage, voilà, enfin, je veux dire, s'il n'a pas un jeune motivé pour l'élevage. Donc je pense qu'on a vraiment un accent à mettre sur ce sujet-là, et pourquoi pas en mettre une des priorités, au moins sur la partie transmission et installation dans notre région, et pourquoi pas dans notre département encore plus particulièrement. Et je sais que le conseil départemental ne sera pas contre. Vous avez un chiffre sur la diminution du nombre d'éleveurs dans la Meuse ? Diminution d'éleveurs, Hubert les a par cœur, un peu moins, mais quelque part, dans les 10 années qui viennent, on a moitié des exploitants à renouveler. Donc quand on a dit ça, il y a urgence. Ça représente, Hubert, sur les 10 années à venir, 19 000. 19 000 sur la région. 1300 par an sur le Grand Est. 1300, pardon ? Ouais, 1300 par année, 19 000 sur les 10 ans qui viennent sur le Grand Est. Donc, voilà, c'est des chiffres qui sont intéressants dans le sens où, quand on parle de priorité, je pense que celle-ci ne peut pas ne pas en être une. Hein, que ce soit pour la filière laitière et autres filières aussi, hein, parce que quand on parle de cela. Mais ne parlons pas que des filières, je parlerai aussi du territoire. C'est-à-dire que le territoire de la Meuse sans l'agriculture ou sans le renouvellement de l'agriculture, il existera, il continuera à exister, mais ce ne sera plus le même. Il faudra quand même aussi que l'on fasse une adaptation certaine de l'occupation du territoire. Hein. C'est complètement lié. Hein. Donc je crois que c'est vraiment un projet collectif qu'on peut avoir sur ces sujets-là. Un projet dans lequel la Chambre
est prête à s'engager pleinement. C'est pas qu'elle est prête à s'engager, elle est complètement responsable de ça, puisque quelque part, avec les jeunes agriculteurs, on est à la main sur toute l'installation et avec le conseil régional. Donc on a vraiment des choses qui peuvent être réfléchies ensemble, avec aussi bien sûr tous les autres partenaires du territoire. Mais je veux dire, on se sent vraiment responsable. On doit assurer. Il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas d'hésitation à avoir sur ce sujet-là. C'est un des sujets, hein, parce que quelque part, j'en ai fait une. Il y en a d'autres. Oui, bien sûr. Merci, Monsieur Pelletier. Et pour terminer, nous tenions absolument à avoir avec nous Stéphane Pelletier, qui est donc le président de l'association de production animale de l'Est. On a beaucoup parlé de lait, un petit peu moins de viande, et c'est très bien que vous soyez là au nom de cette filière, Monsieur Pelletier. Donc vous êtes éleveur à Pierreville dans le 54, Meurthe-et-Moselle, et vous représentez donc, comme on vient de le dire, la filière viande. Avant cela, je crois que vous aviez un petit film à nous montrer. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur ce film? Oui, peut-être pour résumer nos actions en préambule, si vous voulez. Voilà, ça fera une petite pause. Non, mais c'est... Dites-nous de quoi il s'agit, ce qui est traité dans ce film. Écoutez, on a été au-delà de la vente des produits de nos adhérents. Hein, voilà. Donc, attendez, je vais déjà présenter l'asso peut-être. Donc, on regroupe 2700 éleveurs au sein de 1500 exploitations sur les 10 départements de la région Grand Est. Voilà. Donc, pour mettre en corrélation les hectares d'herbe, c'est un peu plus de 200 000 hectares d'herbe et 40 000 hectares de prairies temporaires, luséennes, trèfle violet et gras. Voilà, aux cultures BNI. Voilà. On a fait une petite stat. Et en fait, notre action, on part de la vente de semences d'herbe, parce qu'en fait, le conseil herbe, on a vu que c'était un peu quelque chose qui manquait un peu dans la région. Voilà. Je suis désolé de le dire. Et donc on s'autorise à vendre de la semence d'herbe avec le conseil qui va avec, sur semis, régénération des prairies, jusqu'à l'animation en magasin et la barquette en magasin. Voilà. Donc action assez transversale, avec tout ce qui passe entre les audits qualité, les certifications labels, les conseils en bâtiment, voilà. Une action très très transversale. Alors on regarde ce film et on le commente ensuite. Il dure 1 minute. Hein. Alors, nous sommes aujourd'hui sur une exploitation d'élevage limousine chez Audrey, en Meurthe-et-Moselle, près de Nancy, qui adhère à l'association APAL. C'est l'association des producteurs de l'Est de la France, avec qui nous sommes déjà en contrat tripartite depuis 5 ans. Et donc on achète de la viande à un prix rémunérateur. Aujourd'hui, on est là tout simplement pour signer un nouveau partenariat avec l'APAL, mais qui ne concerne plus la viande, mais qui concerne l'exploitation. Les éleveurs ont défini un plan de progrès sur leur exploitation pour faire le mieux possible vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis du stockage de carbone. Donc à la fois éviter les émissions tant que possible et stocker un maximum de carbone dans les sols. Le GAEC du Moutier, c'est une exploitation de 200 hectares en polyculture élevage. On a un élevage de 110 vaches allaitantes en race limousine. Et d'après notre audit carbone, on pourrait limiter 557 tonnes de gaz à effet de serre sur 5 ans. On a déjà décidé d'autoconsommer tout ce qu'on produit sur la ferme, notamment les céréales pour engraisser nos bêtes. Et puis on a aussi décidé d'intégrer beaucoup plus de haies sur nos parcelles de terre afin de favoriser la biodiversité et de pouvoir capter encore plus de gaz à effet de serre. Il faut qu'on réduise notre empreinte carbone tous autant que nous sommes. Un agriculteur, quand il met en place de nouvelles pratiques, peut réduire ses émissions de gaz à effet de serre ou aussi augmenter son stockage carbone dans les sols. Et donc au bout de 50 projets, c'est ça qui est certifié et qui nous permet de calculer un gain carbone que l'on vend après à l'acheteur. Une tonne de crédit carbone est revendue 30 €. C'est 30 € qui arrivent à l'éleveur. Et on était soucieux de pouvoir le revendre à Lidl, puisque c'est eux qui nous permettent de valoriser nos bêtes. Ce sont 20 exploitations, 37 éleveurs à qui on va acheter 16 000 tonnes de carbone. Donc c'est un complément de revenu pour les éleveurs qui font quelques aménagements dans leur exploitation, ils changent quelque peu leur façon de travailler et ils permettent d'être certifiés par France Carbone Agri
et ça leur fait un super revenu complémentaire. C'est un partenariat gagnant-gagnant entre l'APA, Lidl et puis les agriculteurs. L'agriculteur, lui, va réduire l'empreinte carbone de la viande, ce qui fait que le produit final vendu par Lidl a une empreinte carbone qui est réduite aussi. Acheter du carbone à l'autre bout du monde, pour moi, ça n'a pas de sens. Aidons déjà les éleveurs qui maintiennent le territoire, les éleveurs qui vivent sur le territoire. Ça a beaucoup plus de sens et je pense que Lidl a très très bien compris le message, preuve en est aujourd'hui. Alors, Monsieur Pelletier, vous aimez rappeler ce chiffre, hein, 1 hectare d'herbe emprisonne 80 tonnes de carbone. C'est à peu près le chiffre qu'on avance. Oui, voilà, ça c'est sur le long terme. Hein. C'est plutôt 700-800 kg de CO2 par an. Voilà. Et vous en avez fait un argument commercial, disons que, oui. Au point de l'écrire sur vos barquettes de steak haché. Hein. C'est vraiment En fait, les éleveurs n'ont jamais été rémunérés pour leur rôle environnemental. On est quand même des faiseurs d'environnement. Je veux dire, il y a des gens qui traversent la France, je le dis souvent, hein, ils mettent des sous dans les péages. Ils traversent toute la France et on ne rémunère pas les acteurs de la pièce de théâtre. Moi, ça me froisse un peu. Voilà, ils ont une pièce de théâtre vivante tout le long de la route et nous, là-dedans, on n'est pas trop rémunérés. Donc là, pour le coup, vraiment, c'était aller au bout. On vend du matériel sur nos exploitations, on vend du lait, on vend des kilos de viande, et on parle jamais des choses immatérielles. Et en fait, la biodiversité, les hectares d'herbe, tout ce qui va avec, en fait, c'est toutes des choses, c'est des effets collatéraux de nos propres actions, quoi. Donc à un moment donné, l'éleveur, tout à l'heure, ou ce matin, on disait les éleveurs, il faut les rémunérer. Tu disais, il faut qu'ils soient bien dans leur tête, bien dans leur basket. Et pour moi, des projets comme ça, quand on valorise l'éleveur, quand on valorise l'image de l'élevage, moi, ça me plaît vraiment. C'est vraiment je pense qu'il faut qu'on aille là-dessus. Et on le fait pas assez. On le fait pas assez. Alors justement, et puis, je voudrais aussi rectifier un tout petit truc de ce matin. Le super petit film où on parlait de méthane et des émissions de méthane entériques. Alors, juste pour remettre un peu l'église au milieu du village, donc, j'en ai parlé à Yves Leroux, oui, il vous en a parlé ? Ouais. On en parle régulièrement, voilà, parce que dans le rapport de l'ADEME, dans le rapport d'Agribalise de l'ADEME, le méthane entérique a été considéré au même titre que le méthane fossile, alors qu'il fait partie d'un cycle biogénique. Je veux dire, une vache qui pâture, le film était très très bien, sauf qu'en fait, on ne peut pas considérer le méthane entérique au même titre que le méthane fossile qu'on extrait du sol, qu'on brûle, et où le CO2 reste 1000 ans dans l'atmosphère. Ça, c'est... Pour moi, il y a d'autres effets collatéraux avec la vache qui pâture, quoi. Donc, et on est en train, avec l'IDRI, de remettre un peu... de revoir un peu ça, parce qu'en fait, ça nous va pas trop, ça. Voilà. Je tenais à le dire. Alors, vous avez été manifestement séduit, comme beaucoup de gens ici, par ce qui s'est fait dans le Nord, dans le Pas-de-Calais. Est-ce que vous appelez, vous aussi, à votre tour, un programme un peu plus ambitieux que ce qui est fait actuellement dans la Meuse, et quelle part la filière que vous représentez pourrait prendre dans ce programme, et comment vous le voyez ? Alors complètement, je trouve que ce qui est fait, c'est très bien. Une fois qu'on a parlé de redorer un peu le blason des éleveurs, après il faut les rémunérer. Et la rémunération, désolé là ça va peut-être pas plaire à tout le monde non plus, je pense qu'on ne peut pas manger pour rien. Jusque maintenant, ça a été dit ce matin. Voilà, déjà, c'est ce que vous avez dit ce matin. Après-guerre, 40% du budget des ménages servait à l'alimentation. Aujourd'hui, on est à 12. S'il faut remonter à 16 ou 18 pour que les éleveurs soient maintenus sur le territoire, je suis désolé, pour moi, c'est le passage obligé. Donc, ça peut venir par les paiements pour services environnementaux, ça peut venir par le carbone, parce que quelque part, on peut être rémunéré par les distributeurs ou par les collectivités. On a eu deux belles réunions. Monsieur le Président est parti. Monsieur Giraud est encore là, je crois. Oui. Oui, voilà. On a eu deux belles réunions sur le carbone en Meuse, et je pense qu'il y a des belles choses à faire. Ils ont fait leur empreinte carbone. Et demain, si le conseil départemental de la Meuse réinvestit cette empreinte carbone sur la tête des éleveurs de Meuse, qu'est-ce que vous voulez de mieux en termes de... On peut pas mieux.
Et puis après, désolé, c'est aussi le consommateur devra mettre la main au porte-monnaie. Voilà. La viande a pris 1 euro du kilo. Avec la hausse des coûts de production, ça va peut-être encore reprendre peut-être 50 centimes d'ici la fin de l'année. Eh bien, écoutez, voilà, il n'y a pas le choix. Hein. Enfin, je veux dire. Et puis l'autre levier, il y a beaucoup de gens ici qui ont des responsabilités dans les communautés de communes, dans les collectivités. Donc il y a des appels d'offres des marchés publics. Et là, c'est pareil, on ne peut pas faire manger nos enfants pour 1,50 €. C'est qu'à un moment donné, s'ils veulent de la viande locale et que l'éleveur soit rémunéré au bout, eh ben, il faut peut-être mettre 10 centimes, 15 centimes du repas, en faire peut-être un peu moins, mais manger mieux, et que ça redescende dans les exploitations. Ça, c'est des partenariats qu'on peut mettre en place très facilement. Voilà. Et pour lequel vous prendrez toute votre part? Nos éleveurs prendront leur part. Oui. Voilà, parce qu'on a un certain volume dans les mains. Je parlais de la filière, hein, bien voilà. sûr. Oui, oui. Voilà. Merci, monsieur. Puis, oui, récemment, on a sorti aussi je sais pas, j'avais mis une slide, le steak haché éleveur du Grand Est, où on communique. Le steak haché, pardon? Éleveur du Grand Est, ouais. Je sais pas si vous pouvez le remettre, parce qu'au dos de la barquette, voilà. En fait, quand vous retournez la barquette, donc en plus, c'est un éleveur meusien qui est sur la barquette. C'est Thomas Troyon qui habite Pagny-sur-Meuse. Donc le message au dos, c'est votre achat contribue ainsi à l'économie régionale, à la préservation de nos paysages et de nos prairies, dans l'objectif de transmettre le meilleur aux générations futures. Voilà. Donc si le consommateur veut faire un acte d'achat responsable, il peut trouver ses steaks hachés dans tous les Leclerc, tous les Intermarchés, tous les Match, tous les Netto. Et puis je travaille sur le restant des circuits. Voilà. Et demain, pourquoi pas dans les collèges ou les lycées, ça serait top. Merci monsieur Pelletier. Nous n'avons pas prévu de questions, mais vous pourrez poursuivre les échanges dehors, puisqu'il n'est pas trop tard. Je crois qu'il n'y a pas de questions qui ont été prévues. Si, mais on n'en a pas prévu, donc non. Oui, mais non. On me dit non. Voilà. Je m'adresse au directeur. Est-ce qu'on la prend, cette question? Alors, on va la prendre, mais alors non, pas deux. Hein, on en prend une. Hein. Vraiment, au fond de la salle, il y avait une question, mais très rapidement, parce que c'était pas du tout prévu. Ça ne me dérange pas de faire des heures sup, mais il y a un timing. Oui, monsieur. Oui, le timing, on va faire assez court. Oui, Madame Gaillot. Madame Gaillot. Pardon. Madame Gaillot, je crois que c'est. Madame Gaillot, on a une politique de l'EPAMA, le PTB, qui est basée sur, on va dire, certaines espèces sexy. On a parlé de sexy ce matin. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faudrait travailler en amont avec les acteurs de terrain, puisque sur la vallée de la Meuse, on a 2 espèces qui ont été retenues, qui sont le saumon et la loutre. Bon, le saumon il a disparu avec Napoléon, la période de Napoléon, et la loutre 1970. Donc pour mesurer les effets soit de restauration ou de renaturation, c'est un peu compliqué quand on a ces 2 espèces comme emblématiques, comme blason. Et j'avais une question pour monsieur Vautrin. On a le CD55 qui est animateur justement sur la ZPS Vallée de Meuse, avec 650 000 € par an qui sont déboursés justement avec des préconisations de fauche, notamment fauche tardive par rapport au râle des genêts. Ça fait 20 ans qu'on le fait. Ça fait 20 ans qu'il ne reste plus que... Aujourd'hui, il reste une vingtaine de râles. Voilà. C'est quelque chose qui clairement ne marche pas. Donc effectivement, est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, avec ce qui a été présenté, est-ce qu'on pourrait envisager justement ou conceptualiser une autre façon de travailler à des mesures et des actions en lien avec l'agri-environnement? Bon, très rapidement, monsieur, puisqu'on est on s'éloigne un peu du sujet, mais allons-y. Oui. Oui. Ça fonctionne, allez-y. Oui. Oui. Non, mais sur le râle de Genêt, moi, je ne vais pas vous dire aujourd'hui si les moyens qui ont été mis en œuvre, c'est une réussite pour sauver 4 couples. Moi, on me dit oui, même si c'est 10 couples, c'est une espèce parapluie et c'est très important.
Après, effectivement, il faudra qu'on fasse le bilan de cette action protection. Moi, j'ai juste parlé de l'action du protection durable de Genève au travers des fauches tardives, puisque c'est les actions qu'on a, et j'ai dit, je l'ai redit, on n'a pas d'action directe pour augmenter ou diminuer les prairies, la surface des prairies en direct. Par contre, les mesures agro-environnementales, dont les fauches tardives, pour protéger, entre autres, certaines espèces, nous permettent de maintenir des prairies. C'est tout ce que j'ai dit. Après, effectivement, il y aura un temps où on fera un bilan sur la protection et pourquoi pas envisager d'autres mesures. Mais on est ouvert, le département, à faire un bilan de cette protection. Non, on prend plus de questions, mais c'était pas du tout prévu dans le programme. Je suis désolé, mais vous pourrez interpeller tout à l'heure nos amis. À l'extérieur, il y a des gens qui doivent repartir. On a déjà pris un petit peu de retard et je suis désolé. Le moment, et le temps passe vite, est venu de conclure cette journée, ces débats. Monsieur Vautrin, vous représentez donc le conseil départemental de la Meuse. Le mot de la fin avant d'accueillir monsieur le directeur de l'agence de l'eau, qui est le hôte de cette journée. Alors moi, je voudrais déjà vous remercier parce que réunir aujourd'hui plus de 100 personnes sur une journée complète pour parler des prairies, c'est déjà un exploit. Et je remercie, donc c'est le moment des remerciements, l'agence de l'eau, son directeur, tous les services, puisque c'est eux qui sont, nous sommes que co-organisateurs. Et un grand merci pour avoir réussi on vous avait promis qu'on le ferait, nous l'avons fait. Voilà, pour moi, l'étude est faite. C'est aujourd'hui la journée d'étude. Voilà, maintenant, c'est le moment de l'action. Vous remerciez tous de votre présence. Un petit remerciement particulier pour nos amis du Nord, parce que venir, pareil, un lundi matin pour témoigner, je pense que voilà, vous nous avez convaincus. Enfin, on ne peut pas avoir participé à cette réunion aujourd'hui si on n'y était pas avant. On ne peut être que convaincu du bienfait et de l'intérêt de maintenir, d'arrêter l'érosion. Je parle de la Meuse, les prairies, que ce soit, c'est pour tous les présents, tous les gens représentés. Voilà pour les prairies, et je l'ai dit, donc vous pourrez compter, le département jouera son rôle dans cette action rapidement. Nous serons au rendez-vous, et ce n'est aujourd'hui que le début d'une grande aventure, avec, j'espère, des résultats à court terme, puisqu'on a la chance de pouvoir s'appuyer sur des expériences qui ont eu lieu ailleurs. Donc voilà, donc moi je vous remercie encore de votre participation. Et puis pour ceux qui n'ont pas eu le temps, revenez de voir Madine, c'est un beau site, revenez en Meuse et revenez visiter Madine. Voilà, merci, bon retour pour ceux qui viennent de loin, et encore merci pour l'organisation de cette journée à l'Agence de l'eau. Merci monsieur le vice-président. Et donc le mot de la fin revient naturellement à Marc Holzel, donc le directeur général de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, organisateur de cette journée. Monsieur le directeur. Oui, donc je ne vais pas être très long, simplement pour quelques mots. D'une part, on m'a remercié pour l'organisation de la journée. Moi, je voulais quand même tous vous remercier aussi pour la qualité des échanges, les intervenants, nos amis effectivement des Hauts-de-France qui nous ont beaucoup appris en termes de témoignages. Bon, moi, je retiens quand même de la journée, c'est qu'on a eu une communication positive. Je veux dire, le sujet est grave, mais on voit quand même qu'on a de vraies solutions devant nous, de vraies expériences d'éleveurs qui nous donnent quand même beaucoup d'espoir pour poursuivre. Alors vous avez peut-être remarqué, mais on est 4 à être intervenus de l'agence d'eau, à part effectivement les services moi-même. Monsieur Soulier, effectivement Jean-Luc Pelletier et Véronique Corsin, c'est les 3 diversités un peu de l'agence de l'eau. Donc à l'instar, ce qui a été un peu montré d'ailleurs sur les Hauts-de-France, c'est que les prairies, c'est un sujet qui rassemble. Quand on parle, quand on arrive effectivement à dialoguer ensemble, on trouve les bons points d'équilibre, et c'est vraiment un beau sujet qui rassemble, en fin de compte, qui nous rassemble, puisque ça a été indiqué effectivement au niveau de comité de bassin. On a déjà pris plusieurs fois des positions à l'unanimité sur ce sujet-là, Après, pour nous, c'est aussi un sujet sur lequel on ne peut pas avancer sans des partenaires. Pour prendre l'exemple de Jean-Luc Pelletier, dès qu'on touche à la transmission, des choses comme ça, nous, on est un peu en limite de compétences au niveau de l'agence de l'eau, donc on a vraiment besoin d'en faire une démarche partenariale. Alors, par rapport à la question, que vous avez déjà posée plusieurs fois, que je vais aussi reprendre à mon compte, oui, c'est pas pour rien qu'on est venu aujourd'hui. On avait en tête, alors parfois, forcément, on construit aussi la journée en conséquence, ça a bien tourné, je pense, de telle sorte qu'on a vraiment envie, nous, depuis le début, de faire un contrat de territoire sur la vallée de la Meuse. Alors, j'irai peu plus loin, pas que sur la Meuse, mais au moins déjà sur ce territoire-là,
Bon, ça a été dit par beaucoup d'intervenants, on a encore des prairies remarquables, on a encore un gros potentiel en termes de biodiversité. On voit effectivement c'est un sujet sur lequel il faut qu'on travaille avec le monde et de l'élevage, avec les éleveurs. Et donc l'idée, effectivement, c'est vraiment qu'aujourd'hui, quand on voit ce qu'on peut mettre en œuvre, on a beaucoup d'outils, on a égrené tous les outils, hein. On est passé au paiement aux services environnementaux, on se teste sur les paiements privés. Donc on essaye de faire feu tout bois, et pourtant, on constate que les prairies continuent à s'éroder. Donc on a vraiment la conviction qu'il faut amener quelque chose de plus, donc une entrée territoriale, pour poser le sujet sur le territoire, en faire déjà ce projet de territoire, le faire pour les éleveurs. Bon, ça a été indiqué, moi j'ai beaucoup apprécié vos témoignages en disant on est maîtres chez nous, on est des chefs d'entreprise, ça nous a permis de dialoguer entre nous, de comprendre, d'avoir des regards extérieurs. Donc j'avais peut-être pas forcément conscience de cette dimension-là, donc c'est amener effectivement à nos éleveurs aussi cette dimension-là. Et ensuite, au-delà du projet de territoire, ce matin, on a parlé de labels. Là aussi, on se teste. Alors, il y a peu de trop labels, tue le label, j'en sais rien. En tout cas, moi, j'ai un peu la conviction qu'au-delà des labels, quand on ancre effectivement quelque chose sur un territoire, que le consommateur peut s'identifier entre un produit, ses éleveurs, le territoire, quelque chose qui lui parle, qui raconte une histoire, on a quand même fait quelque chose qui soutient tous les labels existants, que ce soit le bio ou effectivement toutes les démarches un peu niches qu'on peut exister. Donc je pense qu'on fait vraiment une œuvre utile pour soutenir des démarches un peu de labels dans tous sens, pour soutenir des expérimentations type PSE, pour soutenir un peu les initiatives qu'on a vues de la part de la PAL pour aller chercher d'autres types de partenaires. C'est pour ça, effectivement, qu'on a vraiment en tête d'écrire donc un projet de territoire. On compte beaucoup sur le département de la Meuse, mais pas que. Hein. Donc avec un petit noyau de membres fondateurs, avec l'IPAMA, avec les chambres d'agriculture, le conservatoire des sites, des collectivités, mais aussi les éleveurs localement, faire une première base de partenariat. On verra comment on trouve le titre. Hein. Il faut trouver un titre dans lequel tout le monde s'y retrouve. Et puis après, à l'instar de ce qu'on appelle sur d'autres démarches, hein, je pense, vous ne l'avez peut-être pas tous en tête, mais ceux qui connaissent un peu sur le plan Ravivant, trouver d'autres partenaires qui s'agrègent à la démarche. Et tout ça, pendant ce temps-là, on continue à faire des actions. Donc ça freine en rien, effectivement, qui est mis en place, mais simplement, ça donnera un plus dans la durée. Et donc voilà, c'est ce qu'on voulait un peu vous proposer. Donc j'en parlais un peu à Jean-Luc Pelletier. Je pense qu'on va en parler dès la semaine prochaine en comité de bassin. Et donc, si effectivement mes élus de toutes les sensibilités sont d'accord, on portera le sujet et on prendra une décision dès la semaine prochaine pour, à la rentrée, lancer effectivement la démarche avec un petit noyau de membres fondateurs. Et tous ceux qui veulent effectivement s'y agréger seront les bienvenus. Voilà ce que je veux vous dire en titre de conclusion. Merci beaucoup d'avoir été si nombreux à suivre nos travaux. Et moi, je tenais à remercier Florence Chaffaro, Christine Capla et Pierre-Olivier Lozaker qui m'ont beaucoup aidé à organiser avec eux et l'agence cette journée. Merci à vous et bon retour.